Les Français parlent aux Français du bout du monde. Après 10 émissions consacrées aux Français qui parlent aux Français du bout du monde, nous avons eu l'idée de prendre un peu de hauteur en nous intéressant aux Français qui ont tutoyé les cieux pendant plus de 4 décennies. Joël François Dumont, présentez-nous toujours depuis Berlin notre premier invité, si vous le voulez bien. Mais Jean-Michel, ce premier invité est Christian Paris, un jeune ancien commandant de bord d'Air France, un ami de la Voie du Béarn qui a passé plus de 3 ans de sa vie en heures de vol cumulées dans l'atmosphère, 33 000 pieds, soit à plus de 10 km d'altitude. Ça permet de voir les choses de haut, certes, mais aussi de constater qu'à bord, on ne quitte pas complètement le plancher des vaches. D'où le titre de son deuxième livre, Passager, si vous saviez, mémoire d'un pilote de ligne, publié il y a quelques jours par les éditions Ballant. Alors, reprenons encore un peu de hauteur avec notre second invité pour aller carrément dans l'espace, à plus de la fameuse limite des 100 km dont nous entendons beaucoup parler depuis quelques jours et dont je pense que nous parlerons un peu également, sous la conduite de Michel Tonini, j'aurais dû dire le général Michel Tonini, ancien pilote d'essai de l'armée de l'air, mais devenu spationaute, astronaute et même cosmonaute. Il était au départ pour l'agence européenne spationaute, mais Michel Tonini a participé notamment au vol Soyouz TM14 et TM15, ce sont les références des vols, au vol STS-93, ça c'était pour la 26e mission de la navette spatiale Columbia, qui a mis en orbite le télescope spatial Chandra, qui n'est pas le plus connu, on nous parle souvent de Hubble. Michel Tonini est l'un de ces 10 Français qui ont participé à cette aventure spatiale et qui deviendra le chef du Centre des astronautes européens. Il nous donnera peut-être la recette pour nous dire comment il a appris à ce que le plancher devienne le plafond et vice-versa quand il ne volait pas à 28 000 km. C'est Michel Tonini qui a sélectionné celui dont on nous parle un peu moins pour la deuxième émission que pour la première, Thomas Pesquet, qui sera le premier Français à prendre les commandes. C'était le 22 avril dernier de la Station Spatiale Internationale et il est aux commandes pendant 6 mois. Notre troisième invité est Jean Serrat, qui est aussi commandant de bord à Air France, ancien commandant, ancien commandant. 3 invités, donc Christian Paris, Michel Tonini et Jean Serrat. 3 invités avec lesquels nous allons partager 1 heure, j'ai dit 1 heure de bonheur, pour le plus grand plaisir de nos auditeurs et de nos auditrices. Alors peut-être que nous allons commencer avec Christian Paris. Nous avons déjà eu l'occasion de vous accueillir plusieurs fois, mais c'est toujours avec un grand plaisir. Nous avons beaucoup parlé des autres. Aujourd'hui, nous allons parler de vous et de votre expérience, Christian. Comment en arrive-t-on, bon, vous êtes jeune retraité, mais comment en arrive-t-on à collectionner ces anecdotes et finalement en faire un livre ? Dans la richesse humaine d'une carrière, il y a des rencontres, il y a des anecdotes, il y a des situations qu'on a envie de faire partager. Moi, je me suis senti proche de mes passagers, redevable d'être dans de beaux avions grâce à eux, et j'ai eu envie de partager spontanément avec eux des anecdotes qui finalement les concernent. Et l'idée, c'était de dire: allez, aujourd'hui, je laisse la porte du poste de pilotage entrouverte. N'hésitez pas, glissez-y un œil. Oui, mais alors ça, malheureusement, c'était avant 2001. C'était avant 2001, oui. À l'époque, le nom de Ben Laden n'était pas médiatisé et le transport aérien avait encore toute cette convivialité et cette proximité entre les passagers et leurs pilotes. On le voit d'ailleurs dans votre livre, il faudrait que j'en lise les 9/10 si je voulais relater les anecdotes où on parle de proximité, mais je pense en particulier à une hôtesse qui avait une certaine verve et à un passager qui disait que l'avion était une poubelle. Oui, c'était à l'embarquement, un passager, quand il a pris connaissance de l'avion, il a regardé autour de lui, il a lâché un trait méprisant: mais quelle est cette poubelle? Alors nos caravelles n'étaient certes plus de première jeunesse, mais elles avaient encore fière allure, et c'était d'excellents avions. Ma collègue, qui avait un fort caractère, beaucoup de tempérament, n'a pas apprécié du tout.
Moi, j'ai plutôt pris de la distance et regardé tout ça d'un œil amusé, parce que je me doutais qu'elle allait nous réserver quelques surprises. Elle s'est arrangée pour que le siège voisin de ce passager reste libre, et dès l'embarquement terminé, elle l'a elle-même occupé. Et tout le vol, à chaque fois que le passager évoquait l'éventualité d'avoir un verre d'eau, même un simple verre d'eau, son plateau repas, elle renchérissait en lui disant « Poubelle, poubelle, mais je vous saurais gré de m'avoir révélé que depuis des années, je travaille dans une poubelle. Et vous savez, ce n'est pas très agréable. » Donc à chaque fois qu'il manifestait un besoin normal de passager, elle lui réservait le couplet de la poubelle, et pendant les 2h30 de vol, il n'a rien eu du tout, sauf la litanie de sa voisine. C'était très drôle. Bon, ceci dit quand même, Christian Paris, j'ai eu l'occasion de faire quelques dizaines de milliers de kilomètres dans des avions de ligne, de voyager pas mal avec notre compagnie nationale. Je dois vous avouer quelque chose, pour avoir pris le temps de parler avec différents passagers. Je n'ai jamais entendu de critiques envers les équipages, ni même envers les machines. Tout le monde est vraiment émerveillé et de la machine et de l'amabilité et du professionnalisme des équipages. Donc, tous les deux, Christian Paris et Jean Serra, je pense que je peux vous prendre comme porte-parole pour le dire à vos collègues, anciens collègues, à tout ce monde-là, dont trop souvent nos grands médias disent que vous êtes constamment en grève, vous manquez de plus en plus de professionnalisme, vous êtes peu aimable, peu enclin à renseigner ou à rendre service aux clients. Je pense que Jean va le confirmer, parce que je sais que nous avons le même ressenti de ce que nous avons vécu. Je crois que les équipages, commerciaux comme techniques, les pilotes comme les hôtesses, aiment leur métier, aiment leur compagnie et par-dessus tout leurs passagers. Qu'en penses-tu, Jean ? Je pense qu'effectivement, l'immense majorité des navigants, je dirais pas qu'ils aiment leur compagnie, qu'ils aiment leur avion, non. Ils sont carrément fous de ces avions, fous de la chance absolument fabuleuse que nous avons eue de pouvoir faire ce métier, qui est une absolue merveille. Ce qui est très bien dans le livre de Christian, c'est que justement il relate beaucoup de rencontres qu'il a eues. Il se trouve que tous les deux, on est des passionnés de rugby. Il nous parle par exemple de toutes ces rencontres qu'il a faites durant sa carrière, des gens absolument admirables qu'il a rencontrés. On a tous bien sûr des anecdotes comme celle-là. Il y a récemment, il y avait un film avec Grace Kelly. Et j'ai eu la chance de la voir en première classe avec ses 2 enfants qui étaient assis devant. Elle était à côté de son mari et elle était là. Elle disait à ses enfants, vous dites bonjour, vous dites merci. C'était vraiment, c'était touchant, vous savez. Et il y a des tas d'anecdotes comme celle-là. Michel nous parlera bien sûr des anecdotes de sa carrière qui doivent être absolument fabuleuses. On a eu vraiment des grands moments de bonheur. J'ai eu par exemple la chance, on n'était que 3 avions à voler cette nuit-là, de faire un retour des Antilles dans la nuit du 31 décembre 1999, posé à Orly le 1er janvier 2000. Je me souviens avoir parlé aux passagers en leur disant au départ je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque tout le monde parlait du bug de l'Antilles. Oui. Donc j'avais pris le public adresse, le micro, puis j'avais parlé aux passagers. Je leur ai dit, mesdames et messieurs, vous êtes à bord d'un 747-200. Donc je vais être très clair avec vous. Il y a 0 ordinateur dans cet avion. Donc il ne peut pas y avoir de bug de l'an 2000. Et ensuite, j'avais fait un calcul le plus précis possible pour savoir à quel moment exact au milieu de l'Atlantique on allait passer dans le 21e siècle. Je les ai fait compter. On passe dans le 21e siècle dans 1 minute, dans 30 secondes. Et comptez avec moi. 10, 9, 8. Vous pouvez maintenant tous vous lever, vous faire la bise et à titre exceptionnel, vous inviter à venir visiter le poste. On a eu plus de 350 visites de poste. Là, ce que disait Christian, c'est des souvenirs qui sont absolument fabuleux. C'est pas qu'on aime ce métier. Non, on est carrément fou de ce métier. C'est un plaisir immense. Et c'est pas un métier, c'est une passion. Oui.
C'est un plaisir de vous entendre parler comme ça. Christian Paris, je vais encore mettre en évidence une autre anecdote parce que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas mais que sans doute aujourd'hui on ne pourrait plus voir. Une course de bateau dans la baie de Venise ou dans les canaux de Venise et qui s'est mal terminée. C'est un de mes tout premiers souvenirs de commandant de bord. J'étraînais presque mes galons qui étaient rutilants et nous étions programmés 2 vols, 2 équipages pour ramener des passagers à Venise et rester ensuite 48 heures dans l'attente du vol retour de ces mêmes passagers. À l'époque, on pouvait faire les choses en grand, l'économie des compagnies n'était pas aussi menacée qu'aujourd'hui, et la compagnie avait loué 2 bateaux rapides, des Moscafi, un pour chaque équipage, pour aller de l'aéroport Marco Polo, l'aéroport de Venise, jusqu'à l'hôtel. Donc chaque équipage a pris place dans son bateau, et puis nous avons démarré comme ça. J'ai discrètement, mais pas suffisamment discrètement, glissé un billet dans la poche du marin qui conduisait mon bateau en lui disant « Le billet vous est acquis si vous arrivez avant l'autre bateau ». Mon collègue, qui n'était pas né de la dernière pluie, a repéré le manège et a fait de même. Très rapidement, chacun a dévoilé son jeu. Nous avons harangué chacun son marin et bord contre bord, les moteurs poussaient à fond et les deux marins s'invectivaient et ne regardaient plus devant. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que l'un d'eux a accroché l'un de ses piquets qui balise le chenal à Venise et la coque s'est déchirée. Donc, les 2 bateaux se sont arrêtés, bord contre bord, et là j'ai un spectacle sous les yeux qui mériterait d'entrer dans n'importe quelle anthologie. Mon collègue qui s'appelait Jacques Porteux de la Morandière, qui avait toute la noblesse physique que semblait indiquer son nom, c'était un seigneur, il était debout dans un uniforme impeccable, attaché caisse à la main, et il coulait sans un rictus. Et l'eau montait, évidemment. Les colibets fusaient, l'obligation pour le commandant de bord de quitter le navire en dernier, enfin, vous imaginez. Et mon collègue a eu pour tout commentaire, quand il avait déjà de l'eau presque à la taille, tu sais, il était con ce jeu. Et tout le monde a embarqué dans mon bateau. Et comme c'était un seigneur, je le répète, il a fait couler largement le champagne au bar de l'hôtel Monaco Grand Canal le soir, parce que l'événement méritait d'être fêté comme ça. Alors j'ai commencé avec 2 anecdotes plutôt légères, mais Joël François, je vous laisse poursuivre. Alors, pilote un jour, pilote toujours, je pense que vous ne me contredirez pas. Jean-Michel, on ne doit pas faire la liste de tous les avions qu'ont pu piloter à la fois Christian Paris et Jean Serra, en dehors de la Caravelle, les 37, 727, 737 et 747, des Airbus 330 et 340. Alors, j'ai fait un peu de calcul. Christian, j'ai piloté 42 ans, 24 000 heures de vol au compteur. J'imagine que vous aviez au moins 16 ans quand vous avez passé votre brevet. Pour ce qui concerne le général Tony, lui a volé sur tout plein d'avions militaires avant de devenir pilote d'essai. Je pense qu'il a dû commencer aussi à 16 ans, non? Michel? Alors, dans mon cas, moi, j'ai fait, après le baccalauréat, j'ai fait l'école des pupilles de l'air de Grenoble. Et c'était là que j'ai commencé à piloter sur des avions Piper et fait du parachutisme. Et d'ailleurs, j'avais un grand dilemme parce que j'étais accro au parachutisme. Et je passais mon temps de libre, week-end et vacances incluses, à faire du parachutisme. Et lorsque je suis arrivé à l'école de l'air, on m'a dit Tonini, lieutenant Tonini, il faudra choisir entre le parachutisme et le pilotage, parce que si vous vous cassez une jambe, votre carrière de pilotage va s'arrêter. Donc, à mon grand désespoir, j'ai arrêté le parachutisme et j'ai fait que du pilotage. Et j'ai commencé sur toute la série d'avions qu'on avait, Piper, Rallye, Amphit Mousquetaire, Fouga Magister, T-33, Mister 4, etc. J'ai dû faire 90 avions différents. Dans le livre de Christian Paris, on apprend des choses surprenantes aussi sur le comportement des passagers. C'est intéressant, c'est important. Mais je pense qu'il y a des choses plus importantes à dire quand on a la chance d'avoir à un même micro des gens comme vous. Commençons peut-être par une question sérieuse que je pose à tous les 3. Est-ce que l'intelligence artificielle a remplacé le pilote? Peut-être mon général, si vous voulez commencer.
Dans les avions, on parle beaucoup d'augmentation de l'intelligence artificielle jusqu'à un point où on voudrait faire disparaître les pilotes. Et d'ailleurs, j'ai axé la préface du livre de Christian dans ce domaine-là, en parlant de deux incidents ou de presque accidents qui se sont réalisés avec des avions ou presque avions. D'abord, l'exemple numéro 1, c'est l'atterrissage de l'avion sur le Hudson River aux États-Unis. Et le film qui a documenté cet incident a été extrêmement clair pour démontrer que si on avait laissé faire à la place l'intelligence artificielle, eh bien, ça aurait été un accident avec plusieurs centaines de morts. Et donc, c'était quand même pas la bonne chose à faire. Donc, il y a quand même parfois l'humain a quand même une façon de réagir qui est différente du robot, de l'intelligence artificielle. Le deuxième accident, c'est l'accident de Fullerton qui décolle sur une navette spatiale. Un capteur qui a un mauvais contact commande l'extinction du moteur. Il y a 3 moteurs cryogéniques, donc un moteur se coupe. Vous savez qu'en fonction du moment où se coupe le moteur, c'est soit un retour sur Cap Canaveral en vol plané, soit c'est un atterrissage en Espagne, chose qui n'a jamais été faite dans toute l'histoire des 30 ans de la navette spatiale. Et donc le moteur se coupe et puis le deuxième capteur annonce la même chose et demande à couper le moteur. Et là, il demande au sol, il dit, je pense que c'était une panne de capteur. Et donc, il va inhiber cette coupure de moteur. Et donc, la mission a été sauvée grâce à son action. Donc, l'intelligence artificielle, elle est bonne, mais elle a ses limites. Par exemple, si une action commande d'avoir, par exemple, 8 voyants verts, et que si 8 voyants verts, il faut mettre l'interrupteur sur off, eh bien, il y a des cas où s'il y a 8 voyants verts, eh bien, l'interrupteur, il faut mettre sur on. Et ça, c'est seulement l'être humain qui veut le faire. Et ça, c'est démontré de plus en plus dans nos vols que nous faisons dans l'espace, même sur les vols robotiques. Par exemple, aujourd'hui, les gens qui font des robots pour les sur Mars sont complètement convaincus que ces vols robotiques servent à préparer l'arrivée de l'humain sur Mars. Donc, on travaille maintenant non plus séparés hommes et robots, on travaille maintenant en conjoint hommes et robots. C'est-à-dire qu'on va prendre le meilleur du robot, le meilleur de l'être humain, et il y a une espèce de connivence qui va se faire entre le robot et l'humain pour arriver au meilleur résultat. Une optimisation des moyens finalement plutôt qu'un remplacement. Oui, ce serait une optimisation des moyens. Et maintenant, c'est vrai qu'on va parler certainement des vols avec des avions sans pilote, et j'arrive pas à comprendre quel est le but de faire ces vols. La même question, peut-être, à Jean Serra et à Christian Paris. Vas-y, Jean. Juste un mot. Le débat est totalement inepte. Si on le raccorde à notre métier, à Jean et moi, de pilote de ligne, nous sommes entraînés toute notre carrière au simulateur, nous sommes questionnés plusieurs fois par an, nos compétences sont remises en cause à travers au moins 3 contrôles par an. Et nous sommes évalués sur notre capacité à restituer notamment des checklists urgence-secours. C'est-à-dire qu'on a codifié, normé toutes les situations entraînant une situation d'urgence ou de secours, et nous devons savoir y répondre. Alors un exemple classique, la panne moteur, le feu moteur, la panne de pressurisation, ce sont des situations auxquelles on demande aux pilotes de ligne d'avoir une réponse parfaitement claire et immédiate. En revanche, les situations de détresse sont les situations qui n'ont jamais pu germer, même dans le cerveau humain le plus inventif. Les situations qui n'ont jamais été anticipées, qui sont la conjonction, l'invraisemblable conjonction d'un certain nombre de paramètres. Michel a fait allusion au vol qui s'est posé sur l'Hudson par le commandant Sullenberger. Et pour répondre à ces situations de détresse, il n'y a qu'une façon de faire. Il faut que le pilote aille puiser dans le gisement de ses connaissances et de son expérience des réponses qui sont susceptibles de faire face à la situation. Alors, en résumé, je dirais que l'intelligence artificielle doit être une aide, et une aide très utile, mais en aucun cas un moyen primaire. Jean-Sarah ? Je partage totalement ce point de vue. Moi, j'ai toujours vu l'automatisation qu'il y a à bord des avions
d'un côté, les 2 pilotes avant les 3 quand il y avait un mécanicien, les 2 sont complémentaires l'un de l'autre. Aucun des 2 ne peut prendre si vous voulez, la priorité par rapport à l'autre. Il faut à tout prix, lorsqu'on est pilote, première chose, apprendre à être très humble. C'est l'un des critères fondamentaux. Et ensuite, il y a des cas de figure, on pourrait prendre plusieurs exemples, bien sûr on a pris l'Hudson River, où s'il n'y avait pas eu un homme, jamais ça ne serait terminé aussi bien que cela s'est terminé. Il y a quelques années, j'avais un collègue qui était instructeur et il avait une manie. Lorsque le copilote s'entraînait, à peine il avait décollé, il lui disait « mets le pilote automatique ». Et il lui laissait le pilote automatique jusqu'à pratiquement l'atterrissage. Tu déclencheras le pilote automatique que 500 mètres avant la piste. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va sauter en premier quand il va y avoir une panne? C'est justement le pilote automatique. Donc laisse ce pilote s'entraîner, faire ce que l'on appelle, nous, la mania. Être proche de son avion, le sentir, c'est absolument fondamental. C'est pour ça qu'il ne faut pas entrer dans le débat le pilote d'un côté, les automatismes de l'autre côté. Les 2 sont complémentaires pour justement aller vers plus de sécurité, mais vraiment les 2 sont complémentaires. Est-ce que vous venez de dire tous les 3, cela concerne tous les pilotes et à toutes les époques. Je suppose que ça n'a pas changé, et c'était déjà comme ça il y a 50 ans, pour ne pas dire il y a 100 ans. Bien évidemment. Alors il y a une chose qu'on a commencé à faire dans les exercices que nous faisons de management, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Et lorsqu'on parle de visualisation au niveau du pilotage ou au niveau de l'exploration spatiale, eh bien l'être humain a une capacité de visualiser le futur, c'est-à-dire le chemin du futur, en avion ou bien sur un robot sur Mars de façon assez précise, avec une capacité que l'humain a, qu'à chaque point, si quelque chose se passe, il va comprendre quelle sera l'option qu'il va prendre. Ça s'appelle la visualisation, et on utilise beaucoup cette façon-là pour entraîner les pilotes ou entraîner les managers d'ailleurs, visualiser le chemin de son entreprise par exemple. Eh bien sur le robot aujourd'hui, on se rend compte que si vous mettez un robot sur Mars, même si vous donnez au robot toute la connaissance que l'humain pourrait avoir sur le sol par rapport à ce qu'il devrait faire comme réaction, eh bien malgré tout, si le robot arrive face à un objectif qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas compris, eh bien, il va se bloquer. Si vous regardez aujourd'hui les 30 ans d'opérations robotiques que nous avons fait sur Mars, eh bien, nous avons fait quelques millimètres de chemin, on a parcouru quelques centimètres, on va dire, alors que l'humain aurait fait ce travail de 30 ans en une semaine. Donc, la visualisation, c'est quelque chose qui est propre à l'humain, mais qu'on n'arrive pas encore à vraiment mettre dans le robot. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que dit Jean Serra et Christian Paré, c'est que c'est un travail en collaboration. Nous travaillons maintenant hommes et robots, main dans la main. Un avion. Joël François. Voilà. Il y a un autre aspect sur le plan humain. Quand on est commandant de bord, on a un équipage. Alors, je ne sais pas si il y a un esprit d'équipage, comme il peut s'en former un sur un navire qui a pris la mer au bout d'1 ou 2 jours, mais je suppose qu'il y a une solidarité qui est très forte entre ces gens. J'ai eu l'expérience personnelle avec un avion d'Air France de Nice. Nous devions faire Nice-Paris, et arrivé à peu près à hauteur de Marseille, je sens manifestement que on essaie de faire démarrer le moteur droit. Et tiens, pourquoi est-ce qu'on fait démarrer le moteur droit? Ça veut dire qu'il ne marche plus. Puis effectivement, je sens de nombreux efforts, etc. Et à côté de moi, personne ne remarque quoi que ce soit. Et là, j'ai l'impression qu'on a un moteur qui est cuit. Et l'avion est revenu sur Nice. Les gens n'ont rien senti. Et à l'atterrissage, le commandant dit, nous sommes reposés à Nice, quand nous avons un problème technique. Nous vous demandons de laisser vos affaires et vos effets personnels dans l'avion et de descendre le plus rapidement possible. Là, j'en dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont descendus, ils ont regardé, ils n'ont même pas vu qu'un des moteurs avait du sang partout. Il y avait quelques canards qui s'étaient introduits à l'intérieur du moteur. Mais les gens se sont reposés à Nice sans se rendre compte qu'un moteur a disparu. L'avion regardait la même stabilité et l'équipage, les hôtesses. Moi, j'avais vu, j'avais senti qu'un moteur ne marchait plus.
Et j'ai regardé les visages des hôtesses, des stewards qui passaient, ils se regardaient entre eux, on n'a rien senti. Et comme les gens n'avaient rien vu, ils se sont aperçus de rien et l'équipage a tenu vraiment, j'allais dire, comme un seul homme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué à bord? Pour qu'un vol soit agréable, il faut que vous vous sentiez en confiance avec les gens qui vous entourent. Avant de laisser répondre ces messieurs, moi je vais vous confirmer qu'il y a vraiment un esprit d'équipage quand on est à bord des avions. Mais je pense que vous l'avez constaté aussi, Joël François. Maintenant, je laisse la parole ou à Jean Serra ou à Christian Paris, comme vous voulez, messieurs. Vas-y, Jean, je t'en prie. Oui, vraiment, à de très très rares exceptions près, Christian en parle dans son livre, de très très rares exceptions près où on tombe sur un gars, commandant de bord qui est insupportable. Ce sont des cas, mais vraiment des épiphénomènes. Là, 99,9% des équipages, il y a un lien qui se crée entre l'équipage, il y a quelque chose qui fait que il y a vraiment un esprit d'équipe. Et c'est très amusant de ce que vous venez de nous raconter sur la panne du moteur avec le retour à Nice. Et sauf que j'ai fait un retour en 747 de l'île de la Réunion, on a eu une baisse de pression d'huile sur un moteur. Bon, discrètement, on a coupé le moteur, on n'était plus que sur 3 moteurs, et puis après on a dit le terrain le plus proche c'est l'île de Malte, on va aller jusque là. Après si tout se passe bien, on va continuer. Le terrain le plus proche c'est Rome, après le terrain le plus proche c'est Genève, après c'est Lyon, puis finalement c'est posé à Orly. Personne parmi les passagers n'a su qu'il y avait un moteur qui était coupé. L'équipage était au courant et franchement, ils n'ont pas pris de pulsations cardiaques supplémentaires. Les choses se sont passées vraiment très très bien. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, cette espèce de communion qu'il y a au sein des équipages, et c'est l'immense majorité des vols qui sont comme ça. Alors, il faut comprendre que ce que vous nommez solidarité, qui est un mot noble, c'est la dimension humaine. Mais que la première dimension, c'est on cherche à établir une synergie entre les membres de l'équipage, de façon à permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même au profit du travail collectif. Et il y a des sciences qui se sont développées dans les 2 dernières décennies qui visent à augmenter la performance humaine en équipe. Je fais allusion en particulier au Crew Resource Management qu'on pourrait librement traduire par l'optimisation des ressources humaines dans une équipe, dans un équipage. Et c'est d'abord le premier objectif qui rejoint la dimension humaine de la solidarité. Alors, il y a une autre question qui paraît importante. Un jour, j'étais parti, c'était les premiers vols et les premiers appontages du super étendard sur le Clémenceau en Méditerranée, et j'ai entendu la réflexion des mécaniciens. Une équipe de télévision qui était à bord, et il dit tiens, ils sont venus voir les pilotes et les avions. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on regardait plus facilement l'avion et le pilote, on oubliait un peu le reste. Je me renseigne un petit peu et j'apprends que pour mettre en œuvre un avion de chasse dans la marine, pour de l'armée de l'air c'est pareil, c'est 115 personnes. Évidemment, quand on fait un déploiement militaire, on ne peut pas emmener 115 personnes par avion, parce que, donc on en a 300 et ils servent pour 12 avions, par exemple. Mais c'est cette infrastructure, c'est cette compétence technique, et c'est cette confiance qu'il peut y avoir entre le pilote et son mécanicien. Et puis derrière, il y a toute cette organisation que le général connaît bien aussi, où quand on vole, on n'est quand même pas tout seul. Même si on a l'impression d'être tout seul dans l'espace ou dans l'avion, on n'est pas tout seul. On est suivi de près, et on n'est pas abandonné là. Qui veut parler le premier? Je crois que ce sont les aspects qui intéressent peut-être les gens parce qu'ils se voient moins. Peut-être, si je peux me permettre, Christian va pouvoir nous parler, par exemple, pour montrer que ça dépasse très largement le personnel qui est à bord, le personnel qui est autour de l'avion. Il y a toute la compagnie.
Et il se trouve que Christian a eu la chance d'être au début de sa carrière dans une compagnie qui était dirigée par un certain monsieur Mazurel. Et des personnes comme ça, elles vous stimulent dans votre travail. Je laisse Christian parler, il en parlera beaucoup mieux que moi. Oui, merci Jean d'évoquer Georges Mazurel, qui est un homme qui mérite qu'on ne l'oublie pas. Georges Mazurel, en 1942, était sur le front russe avec l'escadrille Normandie-Yémen, donc il fait partie de ces hommes qui n'ont jamais renoncé. Après la guerre, il a monté une compagnie dans le Sahara d'approvisionnement des plateformes pétrolières, et puis en progressant dans son métier, dans son expansion, il est devenu un jour le président de la 2e compagnie aérienne française. Et alors que toute ma carrière, j'ai connu des dirigeants, et en particulier des présidents d'Air France avec qui j'ai souvent eu l'occasion de travailler, qui n'aimaient pas les pilotes. Il y avait, je pense, un sentiment qui relevait quelque part de la jalousie vis-à-vis des pilotes. Georges Mazurel, lui, aimait ses pilotes. Et il les aimait pour une raison, c'est que sur le front russe, le courage des pilotes avait forcé son respect et il ne l'a jamais oublié. Et c'était au milieu de ces pilotes, dans sa compagnie aérienne, on voyait qu'il partageait la même passion que nous pour le vol, et je lui sais gré d'avoir donné l'impulsion à ma carrière dont tout pilote rêverait. Christian, vous venez d'évoquer le fameux nœud, comme on l'appelle dans l'armée de l'air. Le nœud a laissé un souvenir extraordinaire et durable en Russie. C'est l'histoire de ce pilote de chasse français qui avait un parachute. Son avion était touché. Son mécanicien qui était à côté de lui et n'avait pas de parachute. Et le mécanicien lui a dit « Vas-y, saute mon lieutenant !» Et le lieutenant a refusé de sauter pour ne pas quitter son mécanicien. C'est une page d'histoire que les Russes n'oublient pas et rappellent chaque année. C'est une chose que l'on peut aussi évoquer aujourd'hui parce qu'il y a quand même cette solidarité. Et là, le pilote estimait qu'il n'avait pas le droit de s'en sortir vivant, alors que son ami, celui qui faisait démarrer, qui faisait marcher cet avion, lui, il n'avait aucune chance de s'en sortir. C'est quand même un témoignage extraordinaire, non? Michel a vécu en Russie, Michel parle russe. Je pense qu'il peut nous dire un mot. Il a sûrement eu l'occasion d'aborder le sujet. Et en plus, j'étais membre du Normandie-Yémen. J'ai passé ma transformation SMB2 sur Mirage F1 au Normandie-Yémen. Et j'ai fait décoller dans ma première mission spatiale l'insigne du Normandie-Yémen. Et je peux vous assurer que l'anniversaire du Normandie-Yémen est célébré chaque année en Russie avec beaucoup de respect, et que les liens que nous avons, qui sont très forts entre la Russie et la France, sont surtout basés sur le Normandie-Yémen. Même si parfois il y a quelques anicroches entre les deux pays, les fondements du Normandie-Yémen sont toujours là pour nous rappeler que nous sommes des pays amis amis jusqu'au sang, amis jusqu'à fond. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti lorsque j'étais en Russie, d'avoir cet amour des Russes qui était un petit peu le résultat de cette entente qu'on a vue lors des vols Normandie-Yémen. Mon général, moi je voudrais vous poser une question. Nous n'avons pas précisé encore pour quelle raison vous avez des liens particuliers avec l'auteur de ce livre ce jour. Il faudrait peut-être en arriver à cette page-là, parce que c'est quand même... Il a failli ne pas rester pilote de ligne toute sa vie. Alors j'attendais ça avec impatience. Michel, tu vas nous raconter quand vous étiez à quatre pattes. Voilà, donc on se retrouve, on est tous les deux candidats à la sélection des astronautes français en 1985, on appelait à l'époque spationautes. Et il y a plusieurs séries de tests. On remplit d'abord un dossier à la maison, puis on fait des tests au tabouret tournant, des tests psychologiques. Et après, les tests deviennent de plus en plus invasifs. Et l'un des tests est un test où on va vous scruter au fin fond de votre organisme. Et on se retrouve dans un hôpital militaire. Et Christian est déjà arrivé dans cet hôpital avant moi. Et moi, j'arrive un quart d'heure après lui. Il est en blouse blanche ou en blouse verte. Et je me mets aussi en blouse blanche. On fait connaissance, on se présente. C'était un peu froid au départ, on se connaissait pas, et puis on était concurrents, donc c'est un petit peu froid. Et le test consistait à ingurgiter un produit qui allait vous nettoyer les intestins.
chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie, et Christian non plus. Donc on va à tour de rôle mettre ce produit, et ce produit, il fallait le tenir dans le corps le maximum pour avoir un nettoyage optimal. Et ça s'est terminé à tous les deux, on était à quatre pattes dans la chambre pour aller aux toilettes. Et donc même si la prise de contact était un peu froide, je pense que cette façon de faire nous a rapprochés, et puis on est restés copains tout le temps. On a toujours resté après cette sélection, on a toujours resté en contact. Moi j'admirais beaucoup Christian parce qu'il était pilote, et ma famille originalement est d'Air France, hein, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, ma soeur, toute ma famille d'Air France, et on volait sur Super G Constellation. Donc moi j'avais toujours un amour d'Air France, et c'est parce que j'ai rencontré beaucoup d'anciens pilotes d'Air France que j'ai voulu rentrer dans ce métier-là. Donc Christian a été un petit peu mon héros, et puis on a sympathisé sur le plan humain. On avait des sensibilités communes qui sont restées tout le temps ensemble. Donc quand il m'a demandé de faire la préface, j'ai accepté volontiers. Mais c'est vrai que le premier contact qu'on a eu ensemble, c'était à quatre pattes dans une chambre d'hôpital pour faire un test qui était assez particulier, assez difficile, et dans lequel on a souffert. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut sortir de la zone de confort pour resserrer les liens. Eh bien, nous l'avons fait et expérimenté avec Christian Paris. Alors Michel, j'avoue... Alors ce fameux test... Michel, je vais te le dire, j'ai relu ce chapitre 2 fois. C'est tout simplement super. Oui, donc c'était la chose. Si vous appelez un test finalement, en général, en fait, c'est une coloscopie. Oui. Normalement, à 50 ans, on découvre, mais avant, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'était normal que vous ne sachiez pas à l'époque de quoi il s'agissait. Mais un autre souvenir, vous êtes devenu spationaute, et un beau jour, Christian passe par Houston, il lui dit tiens, il est peut-être temps de lui faire un peu d'exercice et de lui montrer ce qu'il n'a pas vu. Alors racontez-nous. Alors donc, alors ça c'est bon, on est toujours resté en lien avec Christian. Moi j'étais à Houston et Christian faisait souvent le vol sur Houston, donc on était resté en contact. Et puis un jour il me dit c'est bien qu'on se voit pour visiter un petit peu le centre. Je dis bien pas de souci. Et moi, par ailleurs, j'étais à Houston depuis déjà pas mal d'années, mais j'ai un nom italien, et les Américains n'aiment pas toujours forcément les Français, mais ils aiment beaucoup les Italiens, et les Italiens font un peu la loi aux États-Unis. Donc ils ont toujours pensé, je sais pas pourquoi j'étais italien, et donc j'avais des passe-droits assez importants. Et en plus, j'avais compris par les instructeurs avec qui j'étais très copain, et les instructeurs, vous voyez, l'ambiance qu'il y a entre pilotes et mécaniciens à Air France, eh bien, ou personnel navigant Air France, eh bien, c'est l'ambiance qu'il y a entre les astronautes et les instructeurs. Et moi, j'étais vraiment copain avec les instructeurs. Je les amenais en vol, en petit avion. Enfin, j'étais vraiment proche d'eux. Et ils m'ont dit au bout de quelques mois, écoute, Michel, c'est un problème pour l'instruction. Tu vas au deuxième étage du bâtiment 4S, le bâtiment des astronautes. Et là, il y a 100 instructeurs. Tu vas voir un tel. Ils sont toujours contents de t'aider pour faire quoi que ce soit. Et là, j'ai trouvé la personne qui pouvait m'ouvrir le simulateur qu'on appelle le motion base, c'est-à-dire le simulateur du shuttle, qui permet au shuttle de se mettre à l'horizontale, mais également à la verticale, faire un décollage avec les vibrations du décollage, faire l'arrivée en orbite. Et dedans, c'est vraiment le shuttle tel qu'il est le vrai. On s'entraîne avec nos scaphandres ou sans les scaphandres pour toutes les missions que nous faisons au décollage, avec les pannes nécessaires. Et un jour, je dis, est-ce que c'est possible de venir le soir, après l'entraînement, bien sûr, pour faire des vols avec des camarades. Il me dit, mais Michel, bien sûr, il n'y a aucun souci, d'autant plus que nous, ça nous permet de valider des points, de faire travailler un peu plus le simulateur, parce que le simulateur, il doit être utilisé régulièrement. Donc, j'avais le droit d'utiliser le simulateur après 19h, pas tous les jours, mais en m'organisant un petit peu avec eux, moyennant une bouteille de champagne ou de vin rouge, ou bien quelques cadeaux qu'on avait donnés. Et c'est comme ça que j'ai amené Christian dans le simulateur de la navette, et qu'on a fait quelques décollages ensemble, et que Christian a fait le décollage et l'atterrissage en tant que planeur, comme une vraie navette, et ça s'est très bien passé. Et lors de ces
de ces entraînements qu'on a fait avec Christian, on en a fait plusieurs. En sortant du simulateur, on tombe nez à nez avec mon commandant de bord qui était Aline Collins, qui était la première commandante de bord féminine qui a aidé dans l'espace. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans le simulateur avec des gens hors de la NASA? J'ai demandé, ils m'ont autorisé. Elle dit, tu te rends compte que moi j'ai même pas le droit de faire ça avec mon mari. Donc j'avais des passe-droits assez importants, et encore une fois tout s'est arrêté en 2001 après l'accident des tours de New York, où tout a été bloqué, et là je ne pouvais plus amener qui que ce soit à la NASA, même pour faire un tour des bâtiments. J'ai vu à l'occasion de ces remises de cadeaux amicaux que Michel évoque, j'ai vu Michel remettre une bouteille de Beaujolais à l'un, un disque de Brassens à l'autre, et aujourd'hui ça m'inspire une réflexion. J'entends parfois des responsables politiques français prétendre qu'il n'y a pas de culture française. J'ai été le témoin oculaire du contraire. Une anecdote. Je voudrais vous poser une question, Michel Tonini. Aujourd'hui, avec l'évolution du spatial, avec les nouveaux engins qui assurent les ravitaillements, bon, il y a toujours le Soyouz, même s'il a beaucoup évolué côté russe, mais avec les nouveaux engins qui assurent le ravitaillement ou les relèves d'équipage, je pense à SpaceX, et avec, évidemment, ce que j'ai appelé dans le Magahéros les caprices de riches, parce que c'est quand même encore réservé à une certaine élite financière. Les nouveaux moyens de voyage d'Elon Musk, Richard Branson, de Jeff Bezos et de tous les autres, parce que tout le monde va s'y mettre. Oui. Alors, quel point de vue avez-vous là-dessus? Alors, le système de Elon Musk, il est quand même différent, parce que lui, il fait des vols orbitaux, c'est-à-dire qu'il sort de l'atmosphère et il tourne autour de la Terre pour faire des vols très très longs. Il a mis en place son système déjà en 95. Et il a fait des vols au départ, il a construit sa fusée, il a construit ses moteurs, il a un fonctionnement de management qui fonctionne sur le start-up, donc il n'y a pas d'espace clos. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup dans les 80 heures, 90 heures par semaine, et lui, il fait beaucoup de ce qu'on appelle OTS, off the shelf, donc il prend beaucoup de composants qui existent dans le commerce pour réduire le prix des fusées. Il arrive à décoller la Falcon avec 70 millions de dollars, alors que nous on décolle Ariane 5 avec 150 millions, donc il a divisé les prix par deux grâce à cette technologie OTS et start-up. En plus, c'est un gars qui a une formation un peu particulière, parce qu'il est ingénieur, pas d'une grande école, mais il est ingénieur et il est financier, il a fait PayPal. Donc quand il fait un vilebrequin de 50 cm, s'il vaut 50 € ou 500 €, c'est pas la même chose. Alors qu'en France, ou dans les écoles d'ingénieurs du monde entier, il n'y a aucune formation complète sur le côté financement. Donc il a vraiment été à fond sur le financement pour arriver à faire des missions réussies. Il a commencé par lancer des fusées qui se sont plantés. Après, ça a bien marché. Il a lancé après des véhicules de ravitaillement sur la station spatiale pendant presque 10 ans. Toutes ont fonctionné correctement, et c'était le seul véhicule qui a ramené du matériel au sol, alors que le Soyouz ne ramène que 50 kg. Lui, il a ramené à chaque fois 1 tonne 5. Et après, il a fait des vols habités récemment. Donc il a fait une progression lente en 20 ans pour arriver à faire des vols spatiaux réussis, habités. Après, Richard Branson, c'est différent. Lui, c'est un vol où il va monter à la limite de l'atmosphère, mais sans faire le tour de l'orbite. Donc, c'est les vols suborbitaux. De la balistique. Le vol balistique, exactement, qui vont durer moins longtemps, qui vont durer 1 heure, avec un passage en apesanteur qui va durer 3 ou 4 minutes à peu près. Alors, ces vols, bien sûr, on peut les critiquer, mais ces vols peuvent donner lieu, par exemple, à des vols transcontinentaux, c'est-à-dire des vols qui partiraient d'un continent, qui monteraient le plus haut possible pour revenir sur un autre pays de façon rapide. Donc ça peut donner une application. Il y a toujours derrière une application possible en dehors de l'application du baptême de l'air en apesanteur ou du baptême de l'air presque comment dirais-je, spatial. Après, le vol de Jeff Bezos, c'est quand même intéressant parce que lui, Jeff Bezos, il a une capsule. Alors la capsule, ce qui est bien, c'est d'abord, elle est sûre, on peut s'éjecter d'une capsule à tout moment. Donc il y a une tour d'éjection, il y a un parachute, il y a un parachute composite, donc on peut se poser même si un parachute ne s'ouvre pas. Et en plus, avec cette fusée qui est récupérable, c'est la seule fusée au monde cryogénique, donc hydrogène et oxygène, qui ne pollue pas et qui est récupérable complètement. Donc il peut redécoller régulièrement.
la mission est moins chère parce que la fusée est réutilisée à chaque fois. Et dans le concept de Jeff Bezos, il suffit de faire une légère modification à la fusée pour faire l'ensemble de la mission non pas suborbitale, mais passer autour de la Terre, accélérer et faire un bouclier thermique pour que la capsule puisse rentrer dans l'atmosphère. Donc la mission de Jeff Bezos, elle en est à ses débuts, mais je suis certain qu'elle aura des projets pour augmenter son plan de vol. C'est-à-dire que ces milliardaires américains qui, au départ, ont pu donner l'impression de faire un caprice, font réellement progresser ce domaine-là et on entre dans de nouvelles possibilités dans les décennies à venir. Alors, bien sûr, c'est grâce à eux, d'ailleurs, c'est grâce à eux que la NASA envoie ses propres astronautes américains dans la station spatiale, alors que depuis 10 ans, la NASA dépendait uniquement des Russes pour arriver sur la station spatiale. Donc, il était normal que la NASA ait un moyen américain d'accès à l'espace qu'il a sous-traité à Elon Musk. Ce qui fait que c'est du win-win pour les Américains, parce que la NASA lancer la navette spatiale avec 500 millions de dollars le décollage pour 7 personnes en vol. Lui, il va lancer 4 personnes avec 70 millions. Donc, c'est beaucoup moins cher pour la NASA. Et ça fait un carnet de commandes fixe et régulier pour Elon Musk. Donc, lui, il a un chemin avec plusieurs centaines de millions qui tombent régulièrement. Donc, il a une feuille de route de commandes qui est assez régulière et qui est stabilisante. Joël François. Général Denis, vous venez de parler à plusieurs reprises, vous utilisez le terme réutilisable. J'ai une confidence, j'ai appartenu pendant 18 ans au groupe High Frontier. C'est le général Gallois qui a été le premier et pratiquement le seul Français pendant 10 ans. Et je l'ai rejoint. Et puis un peu plus tard, le général François Mermet qui est venu. Donc il n'y avait pas beaucoup de Français à bord, si je puis dire. Et un jour, nous étions à Merano pour notre congrès annuel. Un Américain de 77 ans, un jeune retraité américain, nous dit voilà, nous allons vous proposer un rendez-vous dans 2 ans. Nous allons vous démontrer qu'on peut réutiliser les lanceurs spatiaux, parce qu'après tout, c'est idiot de les jeter à la mer, c'est du gaspillage, donc on peut les réutiliser. Peut-être pas tous, mais la plupart. Donc moi j'écoute, j'ai réutilisé les lanceurs spatiaux. Déjà quand on a lancé une fusée, je ne sais pas comment on peut la rattraper dans l'océan. Bon. Et on a droit à un exposé. Alors je prends des notes, je rentre en France. Comme évidemment à l'époque sous Mitterrand, on voulait pas entendre parler de la frontière, de la SDI et tout ça parce que c'était pas disons dans la pensée dominante. Eh bien, je suis allé voir le général Grenet, que vous avez certainement connu, qui était au Muro à l'aérospatiale, et Didier Compart. Il dit voilà, j'étais à Merano, alors ça s'est bien passé, c'est sympa. Ah oui, mais attendez, j'ai eu droit à une conférence extraordinaire. Il y a 2 hommes, dont l'ancien directeur de McDonnell Douglas, qui nous a dit voilà, on a un projet, dans 2 ans, jour pour jour, on fera décoller une fusée, on va la récupérer. On dit, Gérald Grenet, écoutez, François, essayez-vous, on vous offre un café. Vous êtes sûr que vous avez bien entendu ce que vous avez entendu? Ah ben, moi, Gérald, tout à fait. Didier Compart me dit, écoute, Joël François, sois un peu sérieux. Quand on a lancé une fusée, à quoi ça sert de la récupérer? Il dit, j'en sais rien, mais si ce qu'ils disent est vrai, hein, mais c'est pas possible, etc. L'année d'après, là, ils ont fait l'effort de venir tous les deux à cette conférence pour être certains de voir que j'avais pas eu de lui. Vous savez ce qui s'est passé? 2 ans après, jour pour jour, il y a eu le premier vol qui a été effectué et la première récupération. Et ce jour-là, l'US Air Force a mis 4 caméras et des films sur les chargeurs automatiques des avions pour filmer cela. Et le film a été envoyé directement à France 3 Paris. Et c'est Élise Lucet, qui à l'époque était encore minette, si je puis dire, qu'on parle aujourd'hui, qui l'a présenté en ouverture de journal, un magnifique sujet. Et derrière, j'avais l'analyse de Français Génie. Ben, écoutez, c'est quand même étonnant, parce que avoir l'idée de récupérer, c'était vraiment l'idée la plus importante qui soit, etc. Maintenant, c'était une idée à laquelle on n'était pas ouvert. Alors maintenant, je vous fais une critique très sérieusement à Michel. J'ai jamais eu le temps d'en faire une, mais là, j'ai trouvé quelque chose. Vous avez utilisé un très vilain mot tout à l'heure pour les 3 invités, vous avez parlé de retraités. Alors, pour un général, la retraite, c'est infamant.
Mais pour un pilote, c'est encore plus infamant. Et là, je pense Jean Serra nous donner son point de vue sur ce sujet. Mon cher Joël François, avant de rendre la parole à ces messieurs, j'ai parlé d'un statut administratif, pas d'un état d'esprit. Et je sais que ces messieurs-là ne sont jamais inactifs pour bien terminer le fil de votre pensée. Jean Serra ? Eh bien, oui, là, vous remuez un petit peu le couteau dans la plaie. Car la retraite, oui, c'est super, c'est génial. Je préférais être encore dans le poste de pilotage et faire mes vols avec mes équipages. Maintenant, en ce qui concerne la retraite, il se trouve que je me suis battu, Christian est au courant, je me suis battu pendant 10 ans pour obtenir que les pilotes ne soient pas foutus dehors à 60 ans, les hôtesses et stewards à 55 ans, pour obtenir que, pour ceux qui avaient envie, qu'ils puissent continuer jusqu'à la règle internationale de 65 ans. Après un combat de 10 ans, on a réussi à avoir gain de cause et maintenant, il se trouve que plus de 80% des pilotes d'Air France vont au-delà de 60 et j'en suis heureux. J'en suis heureux pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'ils font le métier qu'ils adorent. Et puis deuxième point, il se trouve que je suis administrateur à la caisse de retraite des navigants et que c'est une très bonne nouvelle pour les comptes de la caisse. Voilà. Bravo. Je dois dire que grâce à Jean, j'ai pu voler 5 années supplémentaires et des années volées sur le temps, sur l'état civil, qui avait une saveur particulière. Donc, une fois encore, merci Jean. Oui, mais rassurez-nous, les uns et les autres, vous volez quand même un peu dans le cadre de loisirs aujourd'hui. Vous gardez les commandes. Moi, hier, j'étais dans un planeur à l'aéroclub d'Auch, qui est un bel endroit pour faire du vol à voile. J'ai assisté à la prise d'armes qui a été célébrée en son honneur lorsqu'il a fait son adieu aux armes. Un ami commun, Christian et Jean-Michel, général Philippe Carpentier, mais il avait l'œil méchant. Je fais remarquer, dis donc, tu as vu, j'essaie de faire une belle photo de toi, mais tu avais les yeux, tu te rends compte, l'armée de l'air m'a quitté. Comment l'armée de l'air t'a quitté? Tu te rends compte? À mon âge, je suis maintenant retraité. Autrement dit, vraiment, c'était devenu infamant. Et pareil pour les amiraux. L'amiral Labrie, qui est un des plus connus, me disait un jour, le jour où la marine m'a quitté. Voilà. Donc, dans l'armée de l'air, c'est une chose que j'ai entendue partout, mais à tous les échelons. On a l'impression de faire partie d'une grande famille. Est-ce que c'est toujours vrai, mon général, y compris pour vous, qui dans cette famille avez été un enfant un peu exceptionnel, si je puis dire, dans la mesure où vous faites partie des 10 Français, donc 10 Français, c'est pas beaucoup, qui sont devenus spationautes. Alors moi, je suis rentré très tôt dans l'armée de l'air parce que je suis rentré à l'école des pupilles de l'air, donc j'avais 18 ans quand je suis rentré, et je crois que j'ai fait tous les grades de soldat, caporal-chef jusqu'à général. Et je suis général à vie parce que on nous avait pas retraité comme vous l'avez dit tout à l'heure. On nous appelle le 2e section. Donc on est réactivable en cas de conflit. Donc on est toujours d'attaque pour prendre du service. Et grâce au vol de Jeff Bezos hier, j'ai vu qu'il y avait une femme de 82 ans qui était dans l'espace. Donc comme j'ai encore 11 ans par rapport à elle d'écart, donc j'ai 11 ans de possibilité de vol. J'attends d'avoir la somme d'argent nécessaire pour pouvoir décoller dans l'espace. Donc je ne sais pas ce que je vais vendre chez moi. J'ai quelques dossiers, quelques livres. Dès que j'ai la somme, je pars dans l'espace. Alors, tutoyer le ciel, tutoyer l'espace, messieurs, tous les 3, vous l'avez fait pendant toute votre vie. Tout à l'heure, en présentant ce 2e livre écrit par Christian Paris, m'en serait voulu de ne pas dire un mot du premier livre publié par Christian Paris en 2018. Et plus un livre, c'est une magnifique page d'histoire qui raconte la vie de Jean Billot. L'histoire émouvante de cet ancien de la France libre, un homme étonnant, qui du haut de ses 98 ans, nous a émus l'année dernière, ici même, au micro de la Voix du Béarn, par son récit, mais surtout Jean-Michel, vous en souvenez, Jean Billot nous avait enthousiasmés par sa force d'âme et le caractère qui se dégageait de cet ancien qui, à 20 ans,
ouvrier à Saint-Nazaire, était un de ces petits gars qui avait estimé que son devoir était d'aller se battre pour libérer son pays, la France, pour en chasser l'occupant nazi. Jean Billot a tout laissé à La Rochelle pour passer par l'Espagne, où il sera interné durement dans un camp avant d'être échangé enfin par les Britanniques et de rejoindre le général de Gaulle à Londres qu'il ne quittera plus. De Gaulle m'a donné des ailes, un très beau titre de livre, Christian Paris, ce qui lui permet de dire tout notre respect, toute notre amitié à votre ami Jean Billot, qui doit certainement nous écouter là où il est maintenant pour l'éternité, après avoir résisté à tout, sauf à cette maudite Covid qu'il a emporté en quelques jours, en septembre 2020. Nos collègues de France 3 Aquitaine lui avaient rendu un très bel hommage, alors que nous rediffusions les 2 émissions qu'elle avait enregistrées avec lui. Un mot peut-être pour évoquer la mémoire de Jean Billot, qui lui a su c'était d'utiliser ses mains pour faire démarrer des hélicoptères en Afrique quand il était tout seul. Oui, merci Joël François d'évoquer Jean, que Michel a connu. On a eu la chance de Michel a loué un petit avion à Cessna. Nous sommes allés ensemble à La Rochelle pour passer la journée avec Jean, où nous avons eu un accueil très chaleureux. Merci d'évoquer Jean, qui personnellement me manque beaucoup. Des hommes comme Jean sont rares, et malheureusement, et là je vais exprimer un regret, je crois que son pays ne lui a pas tout à fait rendu l'hommage qu'il méritait. Jean était grand officier de la Légion d'honneur, et il rêvait, je le sais au fond de lui, parce que c'était un homme modeste et discret, il rêvait de la Grande Croix, que les dirigeants politiques français n'ont pas su lui remettre. Et si vous faites l'effort d'aller sur Internet pour balayer la liste des 3000 personnes qui ont eu la Grande Croix depuis 1804 et la création de la Légion d'honneur par Napoléon, vous verrez qu'il y a des noms surprenants. Par exemple, Monsieur Bachar el-Assad a reçu la Grande Croix de la Légion d'honneur de la part de la France. Eh bien, Monsieur Jean Billot, qui à 20 ans était dans un Halifax et se battait pour son pays, n'a pas été jugé digne d'être décoré de la Grande Croix. Et toujours aujourd'hui, ça me rend extrêmement triste. Eh bien, ça nous rend triste aussi. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission, mais je suis très heureux que nous ayons pu une nouvelle fois rendre hommage à ce grand monsieur, à cet immense monsieur qui était Jean Billot, que je n'ai croisé que brièvement par l'intermédiaire de la radio, mais qui nous a fait aussi la surprise un jour de nous voir connectés par ces moyens électroniques que nous avons utilisés pendant cette pandémie, et qui simplement, sans se dire qu'il intervenait au milieu d'un enregistrement, est venu nous faire un petit coucou, et ça a été l'occasion de reparler encore plusieurs dizaines de minutes avec ce grand monsieur dont nous ne savions pas qu'il allait disparaître seulement quelques semaines plus tard. Une dernière chose, parce que nous exprimons au pays du rugby, sport que j'ai moi-même pratiqué pendant 15 ans, comme Jean Serrat. Je voudrais dire à nos amis auditeurs, en particulier ceux qui sont les amoureux du rugby, ne lancez jamais un pétard dans le cockpit d'un avion de ligne, c'est pas une bonne idée du tout, ce qui m'est arrivé. Et si vous voulez savoir pourquoi, eh bien, vous allez chez votre libraire préféré, vous allez chercher ce livre, vous allez voir, c'est un avion qui s'envole dans un magnifique coucher de soleil, vous ne pouvez pas rater cette couverture-là. Et ça s'appelle Passager, si vous saviez, aux éditions Balance. Ce sont les mémoires d'un pilote de ligne, mais pas n'importe lequel, c'est celui qui est avec nous, c'est Christian Paris. Alors, une dernière petite information peut-être pour ceux qui ne le savent pas, les émissions de La Voix du Béarn sont rediffusées sur Internet, elles sont également rediffusées en Pologne. Et en Pologne, le responsable de l'Union des Français de l'étranger qui rediffuse ces émissions est le Français qui a amené le rugby en Pologne à se développer. Vous vous rendez compte ? Oui, mon cher Joël François. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, je vais adresser, mais au nom de toute l'équipe, un salut très amical à notre ami Serge Bosca, mais également à toute l'équipe de Radio Hexagone, qui est notre relais là-bas en Pologne. Alors, une dernière chose, oui, Christian. Si vous me permettez, mes lecteurs verront à la dernière page du livre un QR code. Ce QR code permet, pour ceux qui le souhaitent, de faire un don au Père Pedro à Madagascar. L'avant-dernier chapitre du livre est consacré à ce grand homme
qui, pour mémoire, est nominé en 2021 pour la 8e fois au prix Nobel de la paix. J'espère que le bon sens l'emportera et que son mérite sera couronné de ce prix Nobel, tellement important, non pas pour lui, mais pour les dizaines de milliers de personnes dont la vie dépend essentiellement du Père Pedro. Et à titre personnel, mais c'est juste une parenthèse, sachez pour ceux qui achèteront Passager, si vous saviez, que les bénéfices seront bien sûr reversés à Akamatsu et au Père Pedro, car je sais que là-bas, l'argent des dons est extrêmement bien utilisé et ce sont de véritables contes de Noël qui sont écrits chaque jour avec vos dons à Madagascar. Merci à tous. Merci. Oui, Michel Tony. Une dernière fois, parce que j'ai pas pu le dire, dans le livre, ce que j'ai vraiment aimé et qui est un lien avec l'aviation, mais qui est un lien avec le management, avec des entreprises aujourd'hui, et qui fait parfois défaut, c'est lorsque Christian parle de EAS, du patron de EAS, je crois que c'est dans la page 18, et il dit la phrase suivante: à l'image de son patron, cette entreprise entretenait avec son personnel un lien qui plaçait l'humain au centre de tout. Et ça, c'est vraiment le secret, je crois, de notre problème que nous avons parfois dans les sociétés en France. Si vraiment on place l'humain au centre de tout, eh bien ça doit réussir. Et je vois des sociétés qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, et quand il y a un mauvais fonctionnement, c'est que cette phrase n'a pas été appliquée. Donc bravo Christian pour ce livre, et bravo aussi pour avoir utilisé souvent le mot bienveillance. Le mot bienveillance est tellement important. Le mot bienveillance dans ce livre me fait penser un petit peu au mot du bonheur. Vous savez, dans cette ville qui est au contrefort de l'Himalaya, le mot bonheur doit être utilisé partout. On ne fait pas des congrès scientifiques, on fait des congrès scientifiques associés au bonheur. Eh bien, la bienveillance, elle est importante, et ce livre-là est un livre extrêmement bienveillant. Eh bien, mon général, merci pour ces belles paroles. Michel Tonini, c'était un honneur de vous accueillir dans cette émission. Jean Serra, merci à vous aussi de nous avoir si bien parlé de tant de belles choses. Bien, un grand merci à tous et un grand merci à Christian pour les 2 livres dont nous avons parlé aujourd'hui, que je n'ai pas lus, je les ai littéralement avalés. Voilà, c'est merveilleusement écrit et c'est vraiment un grand plaisir. Vraiment, je le recommande à tous les gens qui nous écoutent. Alors, l'avantage des livres de Christian Paris, c'est que normalement, on commence un livre par le début, puis on termine à la fin. Mais quand vous ouvrez un livre au milieu, par exemple, par curiosité, ça m'arrive souvent, vous lisez ce qui tombe directement sous vos yeux. Et on peut lire les livres de Christian par chapitre. Et après, finalement, on revient pour les relire depuis le début, parce qu'une fois qu'on n'a pas de bon tout lu, il faut quand même attendre que je le lise, j'ai peut-être raté quelque chose. Donc finalement, on ne lit pas un livre de Christian Paris une fois, mais on le lit au moins 2 fois. Voilà. Et Christian. Merci à Christian Paris, mais vous êtes désormais un habitué de notre antenne, donc je ne doute même pas que vous reveniez une prochaine fois, et à chaque fois vous nous surprenez avec un sujet nouveau, alors il nous tarde de vous retrouver. À très bientôt, Christian. À très bientôt, Jean-Michel, Joël, François. Merci infiniment à Michel et à Jean pour leur amitié et leur soutien. Merci à tous, au revoir et bonne journée à tous. Voilà, une belle journée à tous. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.